Dès que vous avez un problème pied, pour moi, on devrait penser immédiatement au podiatre. Quand tu coupes très haut, c'est plus probable que la personne meure ou se meure juste après. Mais c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de consulter tôt. Je pense que pour la majorité d'entre nous, les chirurgiens qui ont à faire des amputations, personne ne le fait de bon cœur. Une plaie qui ne se rétrécit pas en taille, qui s'agrandit, qui s'approfondit, tout ça, c'est des signes du pied diabétique. C'est pour ça que moi, une des recommandations que j'ai pour mes patients diabétiques, c'est une fois par semaine, de se regarder la plante des pieds. Tu n'es pas là que pour faire des amputations. L'idée, c'est de ne pas couper, justement. C'est de ne pas couper, voilà. Ou d'éviter de couper. Bienvenue dans Salle de garde, le podcast qui vous plonge dans le monde médical sans masque ni anesthésie. Aujourd'hui, on va parler d'une partie du corps qu'on oublie trop souvent, alors qu'elle est relativement centrale puisqu'elle nous porte toute la journée. Il s'agit bien sûr des pieds. Entre douleurs chroniques, déformations, malformations, plaies qui ne cicatrisent pas, derrière toutes ces réalités se cache une spécialité qui est la chirurgie podiatrique. Et cette chirurgie est intimement liée à une maladie zoonotropique qui va faire passer d'une simple plaie à un drame médical. Je parle bien sûr du diabète. Et pour parler justement de la chirurgie podiatrique et du pied diabétique, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un chirurgien talentueux, le docteur Francis Vaudier, qui exerce à CIMEDIC. Il a fait ses études de médecine et sa spécialisation aux États-Unis et il est rentré il y a 2 ans pour justement exercer en Côte d'Ivoire et apporter son expertise sur la chirurgie podiatrique. Bonjour docteur Vaudier. Bonjour docteur Diakité. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Oui, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Salle de garde pour ce nouvel épisode sur la chirurgie podiatrique. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça. Et en lien avec aussi le pied diabétique. Exactement. Donc, je suis persuadé que la majorité des gens qui vont regarder ce podcast ne savent pas ce qu'est un chirurgien podiatre. Et clairement, il y a quelques années, moi aussi, je ne savais pas. Hein. Donc, d'accord. Voilà, je pense que ça va nous aider à bien comprendre. Et puis, c'est le but un peu de ce type de podcast, c'est de justement parler de ce type de spécialité un peu méconnue pour que les patients qui sont touchés par les pathologies, les maladies concernés puissent justement te consulter ou consulter d'autres médecins qui font ça. Très bien. Est-ce que tu peux justement tout simplement nous dire ce qu'est un chirurgien podiatre et la différence entre la chirurgie podiatrique, le podologue et le traumatologue ou le chirurgien orthopédiste? Il y a des zones un peu de chevauchement, si tu veux. Donc, pour commencer avec la podologie, bon déjà, la podologie, c'est plus une spécialité paramédicale. Donc, ce n'est pas des médecins. Donc, exactement. Donc, ce n'est pas des médecins. Ils s'occupent de certains problèmes du pied dont le chirurgien podiatre peut s'occuper. Je dirais que la différence à ce niveau-là, c'est que le chirurgien podiatre sera dans la possibilité d'aller plus loin. Par exemple, je te donne un exemple pour lequel les podologues sont très connus, c'est les ongles incarnés. Donc, l'ongle incarné, dans la majorité des cas, c'est juste un ongle qui pousse un peu dans la chair, mais parfois, ça peut aller plus loin. Surtout dans un environnement où parfois les gens peuvent avoir des bactéries résistantes. Je pense qu'on en reparlera plus tard, mais dans un environnement aussi où on rencontre pas mal de patients qui sont diabétiques, des patients qui ont ce qu'on appelle des artériopathies, donc des problèmes vasculaires. C'est des problèmes d'artères, artéropathie. C'est ça, c'est ça. Donc des artères qui sont bouchées, donc pas assez de circulation. Parfois, très vite, le champ d'action du podologue peut s'arrêter. Et c'est là qu'un chirurgien podiatre pourra prendre le patient en charge et aller plus loin, en collaboration bien sûr avec d'autres professionnels, mais aller plus loin jusqu'à aller au bloc opératoire, que ce soit pour une ostéite, donc une infection qui va jusqu'à l'os, ou parfois plus grave, un petit ongle incarné qui devient une gangrène. Il faut pouvoir prendre en charge. Un ongle incarné peut devenir une gangrène? Malheureusement, oui. Wow. Oui. Et si tu veux, on en reparlera plus tard, mais très souvent, les gangrènes commencent par des ongles incarnés, les gangrènes affectant l'orteil. Okay. Commencent par des ongles incarnés et ce qui est marrant, c'est que les patients ne se rendent pas toujours compte. Encore une fois, à cause d'un autre problème qui est lié au diabète, qui est la neuropathie, le fait qu'il n'ait pas de bonnes sensations. Mais je pense qu'on va bien parler de ça. Plus en profondeur. Donc je referme la petite parenthèse pour continuer. Et donc, le chirurgien traumato, si tu veux, lui, il est plus généralisé. C'est pour ça que je disais que dans ce sens-là, on peut voir le podiatre comme un super spécialiste, parce que lui, il se limite vraiment aux membres inférieurs. Le traumato pourra toucher un peu à toutes les articulations. Donc, je dirais que quand il s'agit du membre inférieur, nos actions sont similaires, mais parfois, il y a des petites différences. Le fait que je sois un hyper spécialiste fait que ma spécialité a peut-être développé des techniques, je ne dirais pas plus poussées, mais des techniques peut-être différentes, une approche différente. Au niveau du chirurgien podiatre,
on utilise aussi beaucoup de biomécanique. Donc ça nous permet de comprendre le problème d'une manière différente et donc de l'attaquer d'une manière différemment aussi. Donc pour résumer un peu, ouais. Tu es un peu comme un super spécialiste du membre inférieur. Donc membre inférieur, c'est pieds, jambes, c'est ça. Genoux. Genoux parfois, ça dépend. D'accord, mais c'est plutôt pieds, jambes. Oui. Le podologue, c'est un paramédical, plus axé sur le pied. Voilà, donc ils vont faire des soins, ils vont faire pour des petits corps, ils vont faire... Et c'est là aussi le chirurgien pédiatre peut aller au-delà, parce qu'un petit corps, encore une fois, nous on a une approche différente où on se rend compte que la base du problème c'est l'os. Donc c'est une déformité de l'os qui fait pression et qui crée le corps. Donc, aller chez un podologue, c'est bien, ça va soulager, mais peut-être que le podiatre peut apporter une solution plus définitive, une solution chirurgicale. Ok. Le chirurgien orthopédiste ou le traumatologue, c'est vrai qu'il fait un peu tout le corps. Hein. C'est ça, voilà, exactement. Il est un peu généraliste, on va dire. Il est un peu généraliste. Donc, il y en a qui ont fait des spécialités ou qui ont suivi des cours pour s'axer un peu plus sur le membre inférieur. Donc, ceux-là seront peut-être plus à l'aise, mais d'une manière générale, oui. Ils sont plus axés sur les autres parties du corps. Et traditionnellement, bien qu'ils fassent tout, traditionnellement, ils ont des champs de prédilection. Vous avez des orthos qui aiment vraiment les genoux. Il y en a d'autres. Exactement. L'épaule, la hanche. C'est ça. Et le pied, j'ai l'impression un peu moins quand même. Ouais. Ok. Mais qu'est-ce qui va pousser un individu X ou Y à justement aller te voir? Quel signe il doit avoir? Quelle plainte il doit avoir pour aller te voir, pour te consulter? Moi, je dirais... Bon, je parle de ma chapelle. Je dirais que pour tout problème concernant le pied, dès que vous avez un problème pied, pour moi, on devrait penser immédiatement podiatre. Parce que c'est le spécialiste qui, je pense, sera... Et c'est l'autre particularité, c'est que le chirurgien podiatre est lié aux autres spécialités. Il est interdépendant de certaines spécialités. Donc, naturellement et instinctivement, c'est le spécialiste qui dirigera aussi vers d'autres spécialités si jamais... ce n'était pas le cas, ou si c'est quelque chose qui sortait du champ, du champ de l'expertise ou de ce qu'il peut traiter. Je te donne un exemple un peu simple. Un patient qui vient pour un problème de peau, genre une petite tache et tout. Le chirurgien podiatre fera peut-être une biopsie. Un prélèvement, donc un problème de peau au niveau du pied, donc le chirurgien podiatre va faire un prélèvement. Parlons en termes plus simples. C'est ça. Tu vas mystifier les gens, il faut vraiment parler simplement. Donc rattrape-moi alors si c'est le cas. Tu vois, dans le cas de ce prélèvement, il sera envoyé en pathologie pour regarder, en apathologie. Et si malheureusement ces résultats-là reviennent et montrent une forme de cancer par exemple, en ce moment-là, il faut travailler en collaboration avec des oncologues. Donc c'est un peu ça l'idée. Pareil pour les patients qui viennent avec des diabètes, par exemple non équilibrés, ou des gens qui parfois ne savent même pas qu'ils ont le diabète, mais à cause de signes qui se présentent dans le pied, on fait des analyses, on découvre qu'ils ont le diabète. En ce moment-là, on les envoie vers le diabétologue, vers l'endocrinologue, parfois vers le nutritionniste aussi ou le diététicien, dépendant de ce dont le patient a besoin. Donc quelqu'un qui a des douleurs récurrente à la jambe, au pied, pardon. Une plaie qui ne cicatrise pas, une plaie qui revient tout le temps. C'est ça. Une déformation, une malformation. Enfin, tout ça fait que souvent les gens vont dire, bon, je vais aller voir le podologue, mais voilà, il peut aussi directement, en tout cas, prendre un avis avec un chirurgien, quoi. Il peut. Qui saura le guider aussi. En cas de... Oui, par exemple, certains patients, on commence une prise en charge, mais s'ils ont par exemple besoin d'une pédicure médicale, à ce moment-là, moi, je les référerai vers un podologue qui peut le faire. Pareil pour les semelles. Bon, les semelles, on en fait, mais parfois, on ira vers un prosthétiste. Parfois, on recommandera un podologue aussi. S'il y a une particularité sur la semelle, tu sais, une petite modification à faire ou un ajustement, et ainsi de suite. Alors, docteur Vaudier, quelles sont les pathologies, justement, les maladies que tu soignes le plus en Côte d'Ivoire? Donc, le plus fréquemment, en partant du mineur entre griffes au plus sérieux, au plus lourd, je dirais des problèmes, comme on en parlait plus tôt, d'ongles incarnés. Donc, ongles incarnés, est-ce que tu peux définir vraiment simplement, ongle incarné, c'est quoi en fait? C'est un ongle qui va pousser au-delà des bordures naturelles ou au-delà de la taille initiale de l'ongle et qui va commencer à presser dans la chair, qui va créer une plaie dans la chair. Donc, un ongle incarné peut être infecté ou non infecté. Mais l'un des signes de l'ongle incarné, ça sera la douleur. Donc la douleur au toucher, la douleur avec les chaussures, venant dans la zone
sur le côté de l'ongle, en général, ce sont des ongles incarnés. Donc voilà une définition simple, Super. je dirais. Ouais. Parfait. Les orteils marteaux, qui sont C'est des quoi les orteils marteaux? les orteils marteaux ou encore orteils en griffe, ce sont des orteils un peu contractés. Donc, comme ça là? C'est ça. Donc si on veut faire une analogie au doigt, ça sera au lieu d'avoir un orteil qui est tout droit, c'est un orteil qui est un peu... on appelle ça orteil marteau. Orteil marteau ou orteil en griffe. Okay. Donc ça, c'est une autre pathologie qu'on traite chirurgicalement ou non chirurgicalement si c'est pas très avancé. Quand c'est un début, on peut faire des recommandations aussi pour essayer d'aider. Mais c'est dû à quoi? Très souvent, c'est une imbalance. C'est une imbalance entre les extenseurs et les flexeurs. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire, excuse-moi, pour le public, l'extenseur, ce sont les tendons qui vont permettre d'aller vers le haut quand vous faites un mouvement au niveau des orteils. Et le flexeur, c'est celui qui va permettre d'aller vers le bas. Donc, dans le cas de l'orteil marteau, très souvent, on a une imbalance où le flexeur, donc celui qui permet de contracter les orteils, va plus tirer, si tu veux, que l'extenseur. Et donc, on se retrouve avec... D'accord, ok. Oui. Et donc, c'est involontaire, en fait. C'est juste que les muscles qui permettent de fléchir sont contractés. Oui, mais il y a des choses qui vont y contribuer. Par exemple, les gens qui portent des chaussures très serrées, très souvent, les dames vont faire ça. Elles vont aller pour des raisons esthétiques, elles vont aller sur des chaussures qui ont peut-être une taille un peu plus petite que celle qui est la vraie mesure de leur pied, ou des chaussures qui ont des bouts pointus, vont contribuer à une contraction naturelle et à terme, ça va raccourcir le tendon flexeur et donc on se retrouve avec un orteil marteau. On le retrouve aussi très souvent avec les joueurs de foot parce que pour mieux sentir le ballon, parfois ils portent leurs chaussures un peu serrées et donc à terme ça donne des corps où pour les gens en général, ils se disent « Ah, j'ai des corps aux orteils », mais non, en fait, c'est des orteils marteaux. Et parce qu'on a un orteil marteau, l'os va faire pression sur la peau. La peau va se retrouver piégée entre le marteau et l'enclume, dans ce cas-là, entre l'os et la chaussure. Et ça finit par causer ces lésions cutanées qui deviennent douloureuses. D'accord. Voilà. On a aussi ce qu'on appelle des fascites plantaires. À l'époque, on disait épines calcaniennes. Oui. Petite information que les gens n'ont pas toujours. Très souvent, ce qu'on appelle ou ce que les gens appellent l'épine calcanienne n'est pas en effet une épine calcanienne. Parce que vous allez faire une radio et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'épine. En fait, dans la majorité des cas, la douleur vient du ligament. Donc, il faut comprendre cette pathologie-là. Donc, en fait, quand on dit épine calcanéenne, en fait, c'est juste que c'est l'os, en fait, de base, c'est une épine osseuse. C'est une épine osseuse, c'est ça, qui fait mal. Voilà, qui fait mal. Et des fois, on dit épine alors que c'est juste que c'est les tendons ou les ligaments qui font mal. C'est juste les tissus mous, en fait, qui font mal. Qui font mal. Donc, ils font mal. Et de sorte que certains patients n'arrivent pas à trouver de traitement. Parce qu'ils vont peut-être aller voir des gens qui ne sont pas des spécialistes, qui vont demander une radio. La radio va revenir normale, puisqu'il n'y a pas d'épine. Et on va leur dire « Ah non, ce n'est pas une épine que vous avez, il faut qu'on voit ailleurs ». En temps, c'est le ligament, ce qu'on appelle l'aponévrose plantaire qui est inflammé. D'accord. Et donc, j'ai une petite anecdote marrante en parlant de ça, avant que je rentre. Parce que, bon, moi, j'étais aux États-Unis, donc je suis rentré il y a 2 ans maintenant. La maman d'un ami m'a contacté et elle m'a dit « Oui, vraiment, il faut que tu vois ton frère quand tu viens. Parce que là, il est alité, il bouge plus du tout, il n'arrive plus à marcher. On est vraiment inquiet, on a fait plusieurs spécialistes et... on n'arrive pas à identifier le problème et tout. Donc moi, rentrant, je me disais que mon ami était à l'article de la mort. J'imaginais le pire. Est-ce qu'il n'a pas le cancer? Qu'est-ce qu'il a? Et j'arrive et il me décrit son truc et je me rends compte que c'était une fascite plantaire en fait aiguë, très aiguë. Il a mal au pied. Il avait très mal au talon, ce qui fait qu'il n'arrivait même plus à marcher tellement c'était douloureux. Ah waouh. Et c'est ça qui l'empêchait. C'est ça qui l'immobilisait. Wow. Parce qu'il n'arrivait même plus. Donc c'est assez rare, mais c'est des spectrums de douleur. C'est-à-dire la douleur, elle est unique à chaque individu. Bien sûr. Et pour des mêmes conditions, il y a certaines personnes qui vont avoir peu mal ou très peu. Et il y en a d'autres qui seront à l'article de la mort tellement la douleur est accrue. Donc lui, dans son cas, c'était une fascite plantaire qu'on a pu traiter. Tu es le sauveur. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Donc c'est pour te dire quoi. Et lui, il était soulagé. C'est quelqu'un qui joue beaucoup au basket, en dehors même de son activité professionnelle. Donc au bout de quelques semaines, pouvoir revivre, c'était rassurant pour lui et sa famille, mais c'était gratifiant pour moi aussi. Donc ça, c'est des conditions que moi je considère comme étant un peu mineures. Après, on a d'autres
problèmes un peu plus sérieux, tu sais, comme on peut se retrouver même avec des ruptures de tendons d'Achille, une entorse peut créer des fractures ou ruptures de ligaments. Mais fréquemment, qu'est-ce que tu as justement régulièrement en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je pense que justement parce que les gens ne connaissent pas ma spécialité, ils arrivent un peu comme un peu le médecin de dernier recours ou après avoir vu plusieurs spécialités. Non, pas toujours trop tard. Parfois, oui, malheureusement. Parfois, c'est trop tard ou trop avancé. Mais très souvent, c'est des choses un peu plus compliquées que je vois pour l'instant. Mais je pense qu'avec des podcasts ou des émissions ou des colloques informatifs, je pense que quand les gens comprendront un peu plus, ça changera la patientèle. Donc, très souvent, ça serait des cas comme ça. D'accord. Genre, quelqu'un qui me vient avec une tendinite qui traîne, on se rend compte qu'en fait, c'est parce qu'il y a des fissures, parce qu'il y a une rupture partielle au niveau tendineux. Pour les enfants, c'est des pieds plats douloureux où l'enfant n'arrive plus à aller à l'école, il n'arrive plus à faire d'EPS. On leur a proposé de grosses chirurgies reconstructives, les parents ne veulent pas, donc ils viennent un peu pour prendre avis. Il y a pas mal de cas diabétiques aussi, des plaies parfois qui traînent depuis des années, qui n'évoluent pas. On va parler tout de suite du diabète juste après. Et chez le sportif justement, parce que on a une population jeune, c'est ça, avec beaucoup de sportifs. C'est ça. Quelle pathologie, quelle maladie un sportif, on va dire un peu du dimanche, où un sportif peut avoir? La majorité, c'est justement des sportifs de dimanche que je vois. Et très souvent, c'est le genre de problème dont je te parlais. Donc, ça peut être des fractures non diagnostiquées. Parce que très souvent, surtout par exemple pour une fracture d'orteil, les gens vont se dire « Ah non, je me suis cogné, j'ai fait un faux mouvement, ça va passer », alors que c'est cassé. Donc ça sera ça, donc des fractures parfois, des tendinites, comme je te décrivais plus tôt, des problèmes d'aponévrose. Parfois aussi, les gens des pieds d'athlète, ils se disent que c'est pas très grave. Donc, il laisse un peu traîner jusqu'à ce qu'il y ait... C'est quoi le pied d'athlète? Le pied d'athlète, c'est des champignons que les gens ont sur la peau ou entre les orteils. Donc, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ça serait avoir, par exemple, des taches blanches entre les orteils ou une peau qui épaissit ou une peau qui pèle. Ça serait un peu avoir des odeurs de pied qui n'étaient pas là avant. C'est dû à quoi, ça? C'est dû à un champignon. Okay. Quand c'est un pied d'athlète, c'est dû à... Enfin, c'est dû à l'un des champignons, parce qu'il y a plusieurs champignons qui peuvent affecter la peau et l'ongle. Et donc, c'est une infection. C'est une infection cutanée. En fait. Mais pourquoi le sportif a ça plus que quelqu'un d'autre? C'est parce que c'est le milieu humide, c'est le fait que ce soit tout enfermé? Milieu humide, pour... Encore une autre anecdote marrante, les sportifs, très souvent, sont un peu superstitieux. Donc, quand par exemple, ça va jusqu'au dessous, quand par exemple, ils ont quelque chose où ils ont l'impression qui marche bien, ils ont tendance à repartir. Donc, ça sera par exemple repartir dans les mêmes chaussettes, repartir tout le temps dans les mêmes chaussures, par superstition et puis aussi par habitude, parce qu'ils se sentent plus à l'aise. Puis ils ne vont pas le laver forcément, du coup. Du coup, oui. Puisque si ça marche. Oui, et puis bon, pour ceux qui jouent vraiment, ou pour les athlètes, ils sont souvent en déplacement, ce n'est pas toujours évident. Et puis après, ça sera justement ça. Et puis les conditions, beaucoup de sueur, des chaussures qui sont gardées dans des vestiaires ou dans des garages quand il y a une petite odeur qui commence. Mais en fait, c'est des colonies aussi de champignons qui s'accumulent à l'intérieur de la chaussure elle-même. Ok. Donc voilà. Alors, en préparant ce podcast, il y a un sujet que j'ai vu beaucoup quand je tapais chirurgie pédiatrique, c'est l'amputation. Oui. L'amputation traumatise partout dans le monde, c'est même pas qu'ici. Partout dans le monde, l'amputation, c'est un traumatisme. Mais ici, peut-être un peu plus qu'ailleurs. C'est pas possible d'ailleurs, parce qu'on voit ça comme la fin de la vie finale même. C'est-à-dire, après ça, c'est fini. Il ne reste plus que la mort, entre guillemets. C'est ça. Des fois, on part d'un tout petit bobo, une petite plaie, et à la fin, on dit, si je vais voir le chirurgien, il va vouloir opérer. Il va vouloir couper mon pied. Ouais. Ça, c'est vraiment le truc typique. Donc, je préfère ne même pas aller voir les chirurgiens, parce que eux, les chirurgiens, dès qu'on leur montre les pieds, c'est pour couper. C'est ça. Dans quelles conditions, dans quelle indication il faut faire une amputation? En fait, si tu veux, une amputation, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est vraiment la solution de dernier recours. Et la raison pour laquelle moi j'ai cet état d'esprit-là, c'est parce qu'on s'est rendu compte que quand tu coupes très haut, c'est plus probable que la personne meure ou se meure juste après. Quand on arrive à limiter le niveau de l'amputation, surtout dans mon cas, quand on arrive à au moins garder le talon, le patient a une meilleure qualité de vie et il repart, il reprend ses activités. Il faut juste l'appareiller avec la bonne prothèse ou avec la bonne chaussure. En fait, je te coupe juste, mais c'est hyper important ce que tu dis. Donc, plus on coupe haut, plus on remonte en fait haut dans l'amputation, plus l'espérance de vie descend. Oui, c'est remarquable et c'est choquant, mais en même temps, ça s'explique. Ça s'explique parce que dans nos cultures, que ce soit le père ou la mère, ce sont des gens qui portent leur famille.
Donc c'est très très dur mentalement de devoir dépendre des autres. Et le plus haut l'amputation monte, le plus le patient devient dépendant de sa famille ou d'autres personnes, d'amis et tout. Donc quand on arrive à limiter l'amputation, on arrive à garder une indépendance. Mais c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de consulter tôt. Exactement. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, par nous je veux dire les chirurgiens qui ont à faire des amputations, personne ne le fait de bon cœur. Personne ne le fait de bon cœur, personne ne le fait pour gagner de l'argent, je pense. Parce que contrairement à une chirurgie simple où tu vas le faire et ton patient va guérir et il va partir, ce genre de chirurgie-là, très souvent arrive avec des patients qui sont très compliqués. Donc, ils vont te revenir très souvent avec des complications. Donc, ce n'est pas des choses simples. Ce n'est pas des choses où il y a de l'argent. Au contraire, c'est des choses où tu vas devoir traiter. Puisque nous, en tant que chirurgien, on a des périodes où on ne peut même pas facturer après une opération. Mais ce genre de patient-là, il va peut-être te revenir même une semaine après avec des choses à faire. C'est ça. Ouais. Donc, mais qu'est-ce qui pousse à amputer? Pourquoi à un moment tu regardes un pied et puis tu dis il faut amputer? C'est la non-viabilité. Donc c'est pourri, entre guillemets. C'est pourri ou tu anticipes que ça va pourrir. Donc traditionnellement, c'est-à-dire je parle d'il y a, je sais pas, 50 ans ou plus, quelqu'un qui venait avec un orteil gangréné, tu vérifiais les poux au niveau des chevilles, tu vérifies le pouls au niveau du poplité, tu te rendais compte qu'il n'y avait pas de pouls, du genou, pardon. Tu te rendais compte qu'il n'y avait pas de pouls. Tu te disais que ça ne servait à rien de couper l'orteil ou de couper le pied parce que ça allait continuer à remonter. Donc du coup, pour ça, les gens faisaient une recommandation, par exemple, de couper à la cuisse ou couper au genou. Mais maintenant, avec les équipes qu'on a multidisciplinaires, ce n'est pas une fatalité. Donc quelqu'un qui nous vient avec une gangrène d'un orteil ou de l'avant du pied, en travaillant en collaboration avec chirurgien vasculaire, avec diabétologue et tout, on peut, même si on a amputé, on peut limiter l'amputation. On peut limiter l'amputation où on ne va prendre finalement que la partie gangrénée. Okay. Donc c'est un gros avantage, mais pour ça, il faut que le patient vienne à temps. On avait fait un podcast avec justement Dr Gassani, qui est chirurgien vasculaire, qui nous avait parlé aussi un peu de ça, le fait de consulter un peu à temps pour revasculariser. Quand c'est bouché, essayer de revasculariser, rouvrir les artères. Au-delà de ça aussi, je pense que le côté préventif est très important. Le côté prévention, le côté bilan annuel, bilan semi-annuel, surtout pour les patients diabétiques, pour les patients hypertendus, pour des patients à risque, est très important. Et je pense aussi que ce bilan devrait inclure des études vasculaires. Ce qu'on ne fait pas tout le temps. Parce qu'on va voir le patient, il n'y a pas de problème immédiat, on va peut-être sentir les poux, mais je pense qu'en faisant ces bilans de façon plus régulière, un peu comme on fait l'hémoglobine glyquée pour les diabétiques tous les 2 ou 3 mois. Le bilan des diabétiques, on fait... C'est ça, ça va permettre de limiter en tout cas certains problèmes. Et c'est pour ça en fait, qu'on dit que les pieds, c'est un peu le reflet de la santé globale du patient. Effectivement. Parce que, finalement, quand il commence à avoir des petits signes au pied, c'est qu'il y a souvent autre chose ailleurs. Donc, par exemple, je ne sais pas si avec ton autre invité, vous en avez discuté. Docteur Gassani. Oui. Donc, mais par exemple, se retrouver avec des sténoses, donc des vaisseaux qui sont en partie bouchés ou complètement bouchés au niveau des jambes. Très souvent, on retrouve les mêmes problèmes au niveau du cœur, au niveau du cou. Donc, c'est des choses qui vont vous alerter. Qui vont vous alerter sur d'autres problèmes qui se passent au niveau du corps. Ou par exemple, un patient qui ne sait pas qu'il est diabétique, mais qui nous vient avec une neuropathie. Neuropathie, on va en parler tout de suite. Le diabète, là, on va parler de ça tout de suite. Donc, neuropathie, c'est le fait de ne pas sentir ou de ne pas bien sentir. Ou de sentir différemment. Parce que certains patients avec des neuropathies vont avoir des douleurs vives ou ils ne devraient pas avoir de douleurs vives. C'est assez intéressant. Bon, je ne veux pas être trop technique, mais après on parle de micro et de macro-fibres au niveau des nerfs qui donnent des symptômes un peu différents. Mais... Vas-y, excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour ça, encore une fois, il faut consulter. Il faut consulter avant justement d'arriver... avant ou quand on remarque quelque chose de différent. Parce que certaines personnes vont se dire « Ah, je me couche le soir, je sens des brûlures dans les jambes, je sens comme des fourmillements. » Et beaucoup de gens se disent « Ah, bon, ça va passer » ou ils se disent qu'il n'y a rien à faire. Quand en fait, il y a des choses à faire pour aider. Et quand en fait aussi, ça pourrait être des indications qu'il y a autre chose qui se passe au niveau de leur corps. Donc tu rassures tout le monde, tu n'es pas là que pour faire des amputations. Ça a changé, on n'est plus au siècle dernier où on pouvait couper. L'idée c'est de ne pas couper, justement. C'est de ne pas couper, voilà, c'est ça. D'éviter de couper. Tout faire, donc ou même quand on doit couper, c'est de garder ce que nous on appelle un membre fonctionnel.
c'est-à-dire un membre qui va permettre de fonctionner, et côté esthétique aussi, une fois que la personne est appareillée, quelque chose qui fera que le commun des mortels ou les gens avec qui ils ont à avoir des interactions ne sauront pas forcément ce qui leur est arrivé. Non, j'insiste un peu sur ça parce que je sais qu'il y a des patients qui refusent l'amputation et du coup qui décèdent en fait d'infection de septicémie. C'est ça. Parce qu'ils refusent catégoriquement l'amputation parce que c'est peut-être culturel. On ne sait pas, hein, y a chacun ses pensées. Et au final, peut-être que si ça avait été peut-être anticipé ou s'il y avait eu un diagnostic un peu plus précoce, on ne serait pas tombé dans ça. Quoi. Dans ces scénarios-là. On va maintenant parler du diabète. J'ai vu un chiffre, il y a 25% de la population ivoirienne qui est diabétique. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en regardant un peu sur Internet, j'ai vu ces chiffres, c'est énorme. Hein. Ça fait un quart de la population adulte qui est diabétique. Ça fait énorme et c'est sûrement un peu au-delà. Peut-être même c'est plus, parce que les gens ne savent pas. Parce que les gens encore une fois, les gens ne se font pas tester. Il n'y a pas de... Même pour ceux qui ont des cas de diabète dans la famille, il n'y a pas ce réflexe de se dire il faut que je vois si moi aussi je suis touché. Et il y a surtout qu'on ne connaît pas forcément les signes initiateurs. Genre par exemple perdre du poids, avoir soif très fréquemment, uriner plus fréquemment. Tout ça, c'est des petits signes. Ce dont on parlait plus tôt, des signes de neuropathie, des sensations de brûlure ou de l'impression de moins sentir les choses. Tout ça peut être des signes annonciateurs qu'on a un début de diabète. Et justement, dans ces 25%, il y a un quart de ces patients qui ont un pied dit diabétique. C'est ça. Ou qui l'auront. Ou qui l'auront. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un pied diabétique? Mais juste avant, je vais juste vous demander si vous aimez cette vidéo, de liker, de partager, de commenter pour que justement on puisse avoir des invités de qualité. Vous avez vu un docteur Vaudier, des invités de qualité comme lui et que le podcast puisse continuer à grandir. Du coup, c'est quoi un pied diabétique? Bon, déjà, avec ta permission, je voulais parler un peu plus généralement du diabète. Bien sûr. Et me reconcentrer sur ma spécialité et sur mes pieds. Donc déjà, les patients qui ont le diabète, donc c'est des gens qui ne vont pas produire d'insuline. Donc cette insuline-là qui aide à éliminer le sucre à l'intérieur du corps. Donc le sucre, il va s'accumuler. Le sucre, c'est pas toujours ce qu'on entend par sucre. Donc quand on dit sucre, les gens pensent à des boissons gazeuses sucrées ou sucreries, comme on dit ici. Ils pensent à des gâteaux, ils pensent à ce genre de choses-là. Mais c'est pas toujours le cas. Dans le corps, même des éléments comme le riz, tu sais, se transforme en sucre. Le pain se transforme en sucre. Donc c'est pas toujours au goût sucré. Donc ça veut dire que pour le diabétique, il faut faire très attention au-delà. C'est même pour ça que parfois on doit associer des diététiciens ou des nutritionnistes. Donc pour revenir à ce problème-là, le sucre qui n'est pas éliminé, qui ne va pas où il devrait aller, il y en a trop finalement dans le corps, il va finalement s'accumuler sur certains organes. Donc il va s'accumuler sur les nerfs, il va s'accumuler sur le myélin et donc affecter le nerf. Sur le myélin. Le myélin, c'est un peu la substance qui est sur le pourtour du nerf et qui permet de transmettre le message. D'accord. Donc avec cette accumulation de sucre, le message il va plus passer. Donc ça va être au niveau sensoriel pour ce qu'on sent, mais ça va être au niveau musculaire aussi. C'est pour ça que très souvent, les gens qui ont le diabète depuis plusieurs années, on aura l'impression qu'ils sont moins vigoureux. Tu sais, ils sont moins musculaires. C'est un autre signe de diabète aussi, pour nous en tout cas. La manière dont quelqu'un va te serrer la main. Ça peut être des signes. Moins de force. C'est ça. Ça peut être très révélateur. Et donc, ce sucre va s'accumuler sur certains organes. Il va s'accumuler, par exemple, au niveau des yeux. C'est pour ça que très souvent, les diabétiques vont finir par avoir des problèmes d'yeux. Il va s'accumuler sur les reins, finir avec des dialyses, ainsi de suite. Donc, au niveau du pied, il y a deux problèmes. Le problème d'artériopathie. Donc, l'artériopathie, c'est quand les artères sont bouchées. On s'est rendu compte qu'au niveau du diabète, le sucre ne va pas être directement responsable, mais il va créer un déséquilibre initial, si tu veux. Et quand on combine ça avec du cholestérol qui va créer de la plaque sur les artères, on finit par avoir une circulation qui est moins bonne. Cette circulation qui est moins bonne, elle met à risque le patient. Donc dans les cas des diabétiques, très souvent, ils ont des neuropathies à cause de ce sucre sur les nerfs, donc ils ne vont pas sentir. Donc ils vont peut-être se faire un petit bobo, ou pire, il y aura des zones de pression sur leurs pieds qu'ils ne sentiront pas. Donc toi et moi, par exemple, quand on marche,
s'il y a une zone de pression sur le pied, instinctivement, on va réajuster. Ouais. On enlève ou si on va réajuster même la façon dont on marche. Ouais. Le diabétique, il ne va pas le faire. Il va continuer. Et donc, le pied diabétique, c'est finalement ça. C'est finalement le fait qu'une plaie va se créer. Une plaie va se créer au niveau du pied. Et dans les cas des pieds diabétiques, cette plaie peut devenir compliquée très facilement ou très fréquemment. Et donc, on se retrouve avec des infections. Parce qu'en fait, la plaie ne cicatrise pas, c'est ça en fait le problème. La plaie ne cicatrise pas. Voilà. Bon, déjà, le patient peut ne pas se rendre compte qu'il a cette plaie-là. Il ne se rend même pas compte. Il ne se rend pas compte au début, surtout si elle est à l'aspect plantaire. C'est pour ça que moi, une des recommandations que j'ai pour mes patients diabétiques, c'est une fois par semaine de se regarder la plante des pieds. Et s'ils sont âgés, qu'ils ont du mal à se mouvoir, ou s'ils sont en surpoids, c'est de mettre un miroir sur le sol, de s'asseoir et de passer le pied au-dessus du miroir pour pouvoir voir la plante du pied. Ok, parce que c'est très important. Idée, ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir des plaies pendant des semaines ou des mois sans s'en rendre compte. Et ils vont s'en rendre compte parce qu'il y a une infection qui commence. Donc ils vont voir des sécrétions ou ils vont commencer à sentir une odeur qui n'était pas présente et c'est ça qui va les alerter. Et très souvent par peur ou parce que parfois aussi les gens se sentent un peu mal, ils se disent ah tiens je ne me suis pas rendu compte, qu'est-ce que les gens vont penser si je leur parle de ce problème, et ils vont laisser les choses s'aggraver. Ouais. Donc voilà un peu, donc c'est ça le pied diabétique. Parce que normalement, normalement une plaie sur le corps, on dit qu'une plaie est censée cicatriser au maximum au bout de 3 semaines, 1 mois. Exactement. Maximum, toute plaie. Exactement. Voilà, mais sauf moi, si... Oui, mais excuse-moi de t'interrompre, moi je vais au-delà, et pour moi en tout cas on a un petit algorithme où la plaie, elle va cicatriser, comme tu as dit, en 3 semaines à 4 semaines. Mais déjà, surtout si c'est une plaie superficielle, au bout d'1 semaine, elle devrait commencer à se rétrécir en taille. Exactement. Donc, une plaie qui ne se rétrécit pas en taille, qui s'agrandit, qui s'approfondit, tout ça, c'est des signes qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Et pour tous ceux qui ont des plaies chroniques, pour moi, encore une fois, un bon algorithme, c'est si vous avez un traitement ou un protocole sur 1 mois et qu'il n'y a aucune différence au niveau de la plaie, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui doit être fait. Il faut aller plus en profondeur. D'accord. Donc, pour résumer un peu, il y a le ceux qui part sur les nerfs, donc on ne sent pas. C'est ça. Le patient a une plaie, la plaie est petite, elle ne cicatrise pas, parce que le sang n'arrive pas, justement, pour faire cicatriser. Et du coup, cette plaie va continuer à grandir. Et c'est quoi le risque derrière ? L'infection, L'infection, oui. Voilà. L'infection, parce que malheureusement, il y a des bactéries partout. Il y a des champignons partout aussi. Et donc, cette plaie va s'infecter. Et malheureusement aussi, on rencontre de plus en plus de bactéries résistantes. Parce que très souvent, les gens vont se dire « Ah tiens, j'ai une plaie, commence à y avoir une odeur. » Ils vont essayer de faire de l'eau. Voilà, la pharmacie, prendre quelques antibiotiques. Ils ont entendu parler de tel ou tel antibiotique, ou ils en ont dans le placard qui reste par rapport à un autre membre de la famille qui en avait. Et ils vont le prendre. Et ils vont attendre encore plus longtemps. Et pareil, on se retrouve avec des patients qui nous viennent avec des infections parfois très compliquées. Et quand un patient, en fonction des stades, comment tu réagis toi quand un patient vient avec une petite plaie, quelle est ta réflexion et comment ça se passe justement? Encore une fois, déjà, moi j'essaie de toujours prendre l'historique du patient et d'avoir une vue un peu plus globale. Parce que si c'est un patient qui n'est pas diabétique ou qui a un diabète qui est équilibré, ça ne sera pas la même approche ou il n'y aura pas le même sens d'urgence qu'un patient qui nous vient complètement déséquilibré, avec un hémoglobine glyquée qui est au-delà de 10. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est un test qui se fait tous les 2 ou 3 mois chez les diabétiques. Mais même chez les non-diabétiques, quand on veut savoir si par hasard il n'y aurait pas de diabète, et qui va donner une indication sur comment la glycémie est contrôlée. Donc nous, on a des petits algorithmes au niveau des plaies qui nous font savoir qu'en dessous de 6, 6,5, ça va. Entre 6,5 et 8, ça sera un peu difficile. Entre 8 et 10, pratiquement impossible. Au-delà de 10, impossible. Impossible de quoi? De cicatriser. De cicatriser, voilà, parce qu'il y a trop de sucre dans le corps. Donc, quand les patients nous viennent, la prise en charge, elle est immédiatement adaptée. Si c'est un patient qui suit déjà, il a déjà ses médicaments, immédiatement, je vais le référer ou le retourner vers son diabéto, parce qu'il faut adapter pour mieux contrôler le diabète. En fait, il ne pourra jamais cicatriser si le diabète n'est pas équilibré. C'est ça. C'est vraiment un cercle... C'est un cercle vicieux. C'est pour ça que parfois, c'est très difficile. Mais c'est parfois aussi pour ça qu'il faut travailler en équipe et travailler de façon multidisciplinaire pour envoyer les patients vers le spécialiste indiqué. Donc, on va regarder s'il y a des problèmes vasculaires. Il faut aller vers les cardiovasculaires, vasculaires ou radiologues interventionnels
pour déboucher les artères et donner une chance à la plaie de guérir. Parfois, il faut appareiller ou outiller. Si c'est des plaies, encore une fois, à l'aspect plantaire, il faut éviter que le patient marche dessus. Parce que c'est un peu comme mettre le doigt dans une plaie. La plaie ne peut pas guérir si, effectivement. Au-delà du risque d'infection, au-delà de coloniser la plaie avec de nouveaux germes, mécaniquement, la plaie ne pourra pas guérir. Ouais. Donc tu as vraiment une vision globale en faisant intervenir l'endocrinologue, probablement le nutritionniste, probablement le chirurgien vasculaire pour déboucher, toi-même. Moi-même quand il s'agit d'intervenir, et ce n'est pas tout le temps pour amputer. Bien sûr. Parfois, il s'agit juste de nettoyer la plaie. Parfois aussi, on peut avoir, selon l'anatomie des patients, on peut avoir un os qui par l'intérieur fait pression sur la plaie et donc il ne permet pas à la plaie de guérir. Parfois, un peu comme dans le cas des os marteaux, il peut y avoir une imbalance de certains tendons qui vont faire qu'il y a un tendon qui tire un peu trop, donc qui contribue encore une fois à faire pression sur la plaie, mais de l'intérieur. Donc il faut regarder tout ça et adapter la prise en charge à ce qu'on a. Et il faut utiliser les bons produits aussi, parce que encore une fois, toute plaie n'est pas pareille. Et donc, on peut avoir un très très bon produit. Et là encore, ça me fait sourire parce que parfois les gens viennent et parfois on a des problèmes aussi comme ça où le patient va parler à un membre de sa famille et le membre de sa famille va lui dire « Ah non, mais j'ai ce produit-là qui marche très bien. » Ça marche très bien, j'ai vu mon voisin utiliser alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Et très souvent, initialement, le patient, il ne va pas nous dire. Il ne va pas nous dire, mais encore une fois, on a des petites choses comme ça qui nous permettent de comprendre qu'il y a un problème. Donc, un patient qui me dit qu'il ne marche pas, mais il vient avec son plâtre et le plâtre est tout poussiéreux en bas, bon, on sait qu'il a marché. Ou un patient, on a un traitement, donc on anticipe une certaine évolution de la plaie et la plaie n'évolue pas ou elle part dans le sens inverse. Il faut qu'on approfondisse et il faut qu'on soit, le patient et moi, honnêtes l'un avec l'autre pour savoir ce qui s'est passé et pour savoir comment y remédier aux effets négatifs. Parce qu'encore une fois, une plaie n'est pas pareille et donc il faut adapter la thérapie. Et c'est ce que je fais à mon niveau. Donc je peux prescrire un protocole, mais au bout de 1-2 semaines, on se rend compte que ça ne va pas. Au-delà de la petite enquête qu'on va faire pour voir ce qui ne va pas, il faut qu'on change le protocole. Donc tu les revois régulièrement justement pour surveiller la plaie et voir que ça évolue justement dans le bon sens. Oui, on essaie de les voir au moins de façon hebdomadaire. Et après, bon, dépendant de l'évolution, on peut espacer ou parfois raccourcir aussi les délais. Bien sûr. Et est-ce que tu as des conseils justement à la maison? Un patient qui a un pied diabétique avec une plaie plus ou moins grande, d'hygiène un peu à la maison ou dans la vie courante? Oui, donc déjà, c'est de réaliser qu'une plaie, même quand elle n'est plus infectée, elle peut être contaminée. Donc, il faut faire attention à l'environnement. Il faut faire attention. Des choses auxquelles on ne pense pas assez, c'est le chien, le chat de la maison, ils peuvent être dehors, mais avec les fenêtres ouvertes, on aura les poils du chien qui peuvent entrer dans la maison. Ces poils-là contiennent des bactéries et les bactéries peuvent se poser sur le pansement. Et ça, c'est l'autre problème qu'on a aussi très souvent. Les gens se disent « Ah non, j'ai un pansement, le pied, il est protégé. » Mais non, et ce que je fais tout le temps, je prends une compresse ou je prends une bande et je dis « Regardez ». Et je tire un peu dessus et on peut voir que c'est perforé. C'est perforé, oui. Et je dis toujours qu'il faut se mettre au niveau du micro-organisme. Donc pour le micro-organisme, ces perforations-là, c'est plus que des fenêtres, c'est plus que des baies vitrées. Il faut même penser à la sueur. Parce que surtout quand on parle de pied diabétique, on a l'effet de la gravité. Donc un patient qui est assis comme toi et moi en l'est en ce moment, il transpire, cette sueur-là, elle va descendre. Et en descendant, elle va prendre toutes les peaux mortes, toutes les contaminations qu'il y a sur la peau et elle va redescendre jusqu'à la plaie, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas pansement. S'il n'y a pas de pansement, ça va plus vite. Mais même avec un pansement, cette plaie peut se faire contaminer. Donc c'est toujours d'avoir cet échange avec les patients. Donc c'est quoi? C'est une bonne hygiène à la maison? Clairement, il faut que la maison soit propre. Il faut que la maison soit propre. Voilà, que le pied soit nettoyé régulièrement. Il faut que le patient fasse attention. Lui-même, il faut faire attention aux animaux domestiques. Si le patient ne fume pas lui-même, mais il a un partenaire qui fume, c'est d'éviter que le partenaire fume. S'ils sont dans la même chambre, c'est changer de chambre. Parce que l'odeur de... Tu vas gâter les couples ici. Hein. Non, mais c'est... mais ce que je dis toujours aussi pour rassurer les gens, c'est que c'est temporaire. C'est le temps que ça cicatrise. C'est le temps que les choses s'améliorent. Okay. Après, bon, bien sûr, on ne recommande pas de le faire, mais bien après, sûr. Les gens peuvent repartir sur leurs habitudes. Après, s'ils laissaient le chat rentrer dans la maison, bon, une fois qu'il n'y a plus de plaie, qu'il n'y a plus de porte d'accès à une infection, ben, ils peuvent arrêter de laisser les animaux domestiques pleurer, les laisser revenir. Ouais, okay. C'est des petites choses comme ça. Mais c'est ce que je dis toujours, qu'il vaut mieux faire le sacrifice de quelques semaines
plutôt que de se retrouver avec un problème qui va durer des mois ou des années. Ouais. Avec les conséquences que Avec on les parlait tout à l'heure. Et c'est pas seulement côté financier. Donc côté financier, encore une fois, c'est parce que justement par rapport à consulter tous ces spécialistes, à faire tous les tests, c'est un investissement. C'est un investissement, ouais. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine. Dans le cas du pied diabétique, ça va permettre de sauver le pied. Et au-delà, ça va permettre de réduire aussi la dépense. Parce que la dépense, elle n'est pas seulement pécuniaire. Elle est du fait que le patient ne peut pas travailler. Et la dépense, elle va au-delà. Enfin, le terme dépense n'est pas le prix à payer. Le prix à payer, c'est que, justement, quand tu parles de couples qui vont se gâter, une plaie qui dure longtemps, c'est du stress sur la famille, c'est du stress sur le couple, c'est du stress sur les enfants. Probablement qu'il n'y a plus d'intimité, la personne qui a la plaie ne peut pas travailler. Ouais. Et, donc, financièrement, c'est compliqué. Les gens vont jusqu'à la dépression, et pas seulement le patient, son partenaire, sa femme ou son époux. Le diabète non contrôlé, ça va au-delà. Hein. Bon, je ne sais pas si... J'ai vu que tu as fait une émission avec Dr Baudjiré, je ne sais pas s'il en a parlé, mais tu sais, même au niveau de la vie intime, un diabète non équilibré, ça contribue. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça avec Dr Baudjiré, puisqu'on a parlé du cancer. C'est des choses, et c'est un peu marrant, mais c'est des choses sur lesquelles je touche en essayant d'alerter mes patients. Parce que pour une raison ou une autre, quand tu mentionnes ça, du coup, les gens font un peu plus attention. Ah d'accord, je ne savais pas que ça jouait directement. Ah oui, ça joue. Parce que la neuropathie, elle n'est pas seulement périphérique. Elle n'est pas seulement périphérique, elle attaque aussi le corps. Oui, bien sûr. D'accord. À retenir un peu, quelqu'un qui est diabétique, bon, déjà il faut se faire dépister, le diabète, ça on est d'accord. C'est ça. Quelqu'un qui est diabétique doit surveiller son pied. Et puis bien sûr consulter rapidement. Oui. Et voilà. Je pense que quelqu'un qui est diabétique doit mettre un point d'honneur aussi à avoir une glycémie ou avoir un diabète équilibré. Et des chaussures adaptées aussi peut-être. Des chaussures adaptées, oui. Pas prendre de risques. On insiste moins ici, mais tu as raison, peut-être qu'on devrait plus. Mais en fait, c'est des coûts. C'est-à-dire que chaque ligne qu'on touche comme ça, c'est des coûts additionnels. Mais oui, des chaussures adaptées, au-delà de chaussures adaptées, éviter de marcher pieds nus, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir sur le sol. Et puis, une autre petite astuce que je recommande tout le temps aux gens, c'est de ne pas enfiler directement leurs chaussures, surtout les diabétiques. S'assurer qu'il n'y a rien dedans qui peut blesser. S'assurer qu'il n'y a pas de petites brindilles ou même de petits grains de sable qui, sur le long terme, peuvent créer des orifices ou des fissures dans la peau. Ok. Après le diabète, je voulais qu'on parle d'un autre sujet. Alors, scientifiquement, on dit hallux valgus. C'est ça. Mais ici, on dit ça oignon. Oignon de pied. Voilà, c'est ça. On dit là les oignons. En fait, c'est quand le. C'est quand le. En fait, orteil. C'est ça. C'est le gros orteil qui rentre vers l'intérieur et ce qu'on appelle le métatarse, donc qui est l'os juste avant l'orteil qui lui part vers l'extérieur. Voilà. Donc encore une fois, là, c'est une imbalance. Mais au lieu d'avoir une imbalance d'un tendon du bas et d'un tendon du haut, c'est une imbalance de tendons qui sont censés stabiliser le pied de la gauche vers la droite, où tu as le tendon interne, qui est un complexe de deux tendons en fait. C'est deux tendons en un, qui va plus tirer, et du coup l'autre qui tire moins, et l'orteil commence à virer. C'est pour ça que ça se déforme. En fait, c'est les tendons qui déforment, c'est pas l'os d'abord. Non, c'est le tendon qui déforme. Et donc, le gros orteil va commencer à virer vers l'intérieur. Et en virant vers l'intérieur, il va pousser l'autre vers l'extérieur. Et donc, ce que ça va créer, ça va créer une zone de pression qui n'existait pas avant. Et donc, au niveau des chaussures, ça peut être très, très, très problématique pour les hommes comme pour les dames. Peut-être plus pour les dames pour celles qui sont coquettes par rapport à certains modèles qu'elles veulent mettre et tout. Mais au-delà, ça peut créer des problèmes de peau, ça peut créer même des neuropathies localisées, parce que l'os, il va faire pression sur les branches de nerfs à ce niveau-là. Et donc, encore une fois, consulter tôt. Et la bonne chose avec l'oignon de pied, si tu veux, c'est qu'on a développé des techniques maintenant qui nous permettent de le faire avec des petites incisions. Justement, comment tu arrives du coup, ça s'opère ? Ça s'opère. Parce que, alors, je vois sur les réseaux sociaux comme une... Des attelles ? Comme une sorte d'attelle en plastique et puis il tourne une molette, par magie, hop, ça se remet. C'est vrai ou c'est faux ? De mon expérience, c'est faux. De mon expérience, c'est un peu comme porter des lunettes. C'est-à-dire, ça va... Mais même pas. Parce que ça fait que ton orteil va être droit. Mais dès qu'on enlève... Dès qu'on enlève la tendance, parce que tu n'as pas corrigé l'imbalance au niveau des tendons. Donc, dès que tu retires, le tendon, il va recommencer. Donc ça ne marche pas vraiment sur le long terme. Ça ne marche pas. Donc, quand ça commence, ça peut aider à ralentir les choses. Le choix de chaussures aussi peut aider. Éviter les escarpins, par exemple, pour les dames, ça va aider. Pour les hommes, éviter les souliers avec des bouts trop fins ou des bottines avec des bouts trop fins. Mais ultimement,
la chirurgie correctrice est l'option. Il ne faut pas trop attendre. Parce que l'option dont je te parlais avec des petites incisions, c'est quand la séparation n'est pas très grande. Ok. Quand la séparation est vraiment trop grande, en ce moment-là, il faut ouvrir et il faut rediriger l'os complètement. Ok. Donc ça s'opère déjà. Ça s'opère. Ça s'opère. Ça, c'est Et comme je te dis, on a des une techniques pour le faire avec de toutes petites incisions. Voilà. Ok. Et moi, j'ai une technique où on le fait sans même laisser de vis à l'intérieur. Donc, on le fait avec des broches temporaires. Et après, ça te donne une correction assez remarquable. Et c'est stable quand on opère. Ça dure combien de temps à peu près la chirurgie? La chirurgie en elle-même, bon, dépendant de si tu fais 1 ou 2 pieds, mais je dirais autour de 1 heure pour un pied. Je pense que c'est bon à savoir parce qu'il y a quand même beaucoup de gens Oui. qui ont justement les oignons. C'est ça. Je pense qui sont très gênés, soit esthétiquement, soit même pour porter des chaussures. Ouais. Et Et parfois, les gens se disent qu'il n'y a rien à faire ou ils ont peur des cicatrices que ça va laisser, de la douleur. Mais de manière générale, le plus petit l'incision, le moins de douleur il y a a priori. C'est plus plaisant. Bon, pour quelqu'un comme toi, je pense que ça te parle. Et moi, je ne regarde donc, pas le pied déjà, mais ouais. je pense que ça Ben, peut parler c'est beaucoup global. de gens, Hein. bien Les gens sûr. vont à la plage. Bien sûr, ouais. Certaines maisons C'est ça, il y en a demandent qui sont qu'on retire les complexés, chaussures ouais. Bien sûr, ouais. avant de rentrer. Donc les gens sont complexés. Quoi d'autre? Ça crée pas seulement des problèmes au niveau de la luxe valgus, mais il va pousser sur le deuxième orteil. Ouais, Le exactement. deuxième orteil va se relever parfois. Ouais, exactement. Donc ça crée des corps. Esthétiquement, c'est pas intéressant. Ok. Mais ça s'opère. Ça Ok, s'opère. je En pense que en 1 heure, comme je te dis, c'est fait. Et au bout de 1 mois et demi, c'est réglé. réglé. Et donc on part sur quelqu'un qui commençait à avoir, au-delà de la gêne esthétique, qui avait des douleurs qui étaient limitées par rapport au choix de chaussures que la personne pouvait mettre, à des gens qui peuvent tout mettre. Ouais, bien La sûr. formule des patients, c'est « Ah oui, j'ai un nouveau pied », littéralement. Ok. Parce que c'est l'impression que ça donne. Et Bon, pour c'est ceux bon qui à savoir. regardent aussi, qui connaissaient, c'est un nouveau pied. Ok, c'est bon à savoir. Hein. Je pense Ouais. que savoir que c'est possible de faire ici, C'est à possible. Abidjan, et au bout d'un mois de retrouver un peu un Ouais. pied. Et pour moi, c'est une opération mineure. Ok, Ouais. c'est bon à savoir. Est-ce que depuis que tu es rentré à Abidjan, tu as été marqué par une histoire ou des histoires de patients qui ont justement un peu modifié ont modifié ta vision un peu de ta spécialité? Bon, je te donne une anecdote et puis après j'irai sur plus généralement pour parler de ta question ou pour revenir sur ta question. L'une des premières choses, parce que comme je dis, j'ai eu une carrière à l'extérieur et une carrière plutôt riche où je pensais avoir un peu tout vu. Parce que j'étais à un centre un peu cosmopolite où il y avait des populations qui venaient de tous les pays, donc on voyait toutes sortes de choses. Donc je me disais peut-être pas que j'ai tout vu, mais J'ai vu beaucoup, que j'avais vu beaucoup. Et mais tu n'étais pas encore arrivé ici. non, et mes premiers mois m'ont enseigné qu'on peut toujours être surpris. Donc j'ai eu une patiente qu'on a dû opérer, et c'était une fumeuse, une grosse fumeuse. Et donc elle est sortie après l'opération avec son pansement alors qu'elle ne devait pas marcher, donc elle avait un peu saigné. Donc le lendemain, je suis venu, je lui ai parlé, on a eu une discussion, je lui ai dit, écoutez madame, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas sortir pour fumer, ça vous met à risque et tout, et tout. Elle m'a dit, oui docteur, vraiment, il n'y a pas de problème, je vous ai entendu et tout. Donc le lendemain matin, on m'appelle, oui docteur, il faut que vous reveniez et tout. Donc je reviens, et j'entre dans la chambre de la dame, il y avait des mégots partout. Donc elle m'avait écouté, elle n'était pas sortie pour fumer, tu Elle vois. a fumé dedans. Elle a fumé dans sa chambre. Et ça, honnêtement, je n'avais jamais vu. Donc, mais de manière générale, pour revenir sur ta question, c'est insister auprès des patients. C'est insister auprès des patients parce que les gens ont peur, surtout quand il s'agit de problèmes comme des pieds diabétiques ou même pas des pieds diabétiques, mais j'ai eu des patients même avec des fractures qui normalement doivent se faire opérer, mais les gens ne veulent pas se faire opérer. Ils ont peur de la chirurgie. On souffre un chirurgien. Ouais, ils ont peur de la Ils ont chirurgie. peur de l'incision, ils ont peur de l'anesthésie. Je vais C'est faire ça. une émission, Spécialement dessus. un podcast avec un anesthésiste, parce qu'il faut qu'il dédramatise un peu l'anesthésie Et générale. moi, oui, dédramatiser. Et je pense que nos anesthésistes ici sont bons, parce que moi, comme je dis encore une fois, j'étais à l'étranger et certains anesthésistes ne voulaient pas, par exemple, opérer les enfants. Il fallait aller vraiment dans des hôpitaux spécialisés où on avait des anesthésistes pour opérer les enfants. Et ici, tous les hôpitaux où je vais, et je suis allé dans plusieurs, pratiquement tous les anesthésistes sont très à l'aise, Bien sûr, même ouais. pour opérer des bébés. Et ça t'indique qu'il y a cette zone de confort là et qui devrait mettre les gens, qui devrait rassurer les gens. Le fait aussi qu'on fasse toute cette batterie de tests Avant la chirurgie. avant les opérations, ça devrait aussi rassurer les gens. Et le fait que finalement, on a beaucoup de chirurgiens qui ont de bonnes mains, qui vont pas garder le patient au bloc pendant des heures, qui viennent, qui font le travail qu'il y a à faire et qui ressortent le patient,
ça devrait rassurer. Et pour finir, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que pour tout problème, le plus longtemps on attend, le plus difficile ça devient. Où on part de quelque chose qui est très mineur, qui pourrait être résolu très rapidement, à quelque chose qui va devenir plus difficile. Et difficile non seulement pour le patient, mais même pour le chirurgien, parce que, encore une fois, quel que soit le problème, quand il n'a pas évolué, c'est toujours plus simple de rattraper que quand on a une grosse difformité ou oui. Donc voilà un peu. Ok. Alors, est-ce que tu es content d'être rentré? Oui, et enfin, il y a beaucoup de gens, je te dis ça parce qu'il y a beaucoup de médecins, surtout depuis qu'il y a le podcast, qui nous écrivent, qui se posent des questions pour rentrer, parce que je pense qu'il faut que tout le monde rentre, en tout cas tous les Ivoiriens à l'étranger rentrent pour pratiquer ici. Et justement, quel conseil tu peux donner à ces médecins qui se posent des questions? Déjà, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça serait bien que tout le monde rentre. Pas parce que ceux qui viennent de l'extérieur sont meilleurs, parce que moi, j'ai des interactions avec les médecins ici tout le temps. Et ils sont très qualifiés, ils sont très pointus. Bien sûr, partout, il y aura des gens qui sont moins bien, mais ça, c'est pareil à l'externe aussi. Mais parce que c'est des approches différentes et c'est enrichissant. C'est enrichissant de pouvoir parler à d'autres collègues qui font autre chose. Ça nous ouvre l'esprit et ça nous permet aussi de donner un éventail d'options à nos patients. Donc je pense que de ce point-là de vue, c'est bien. Concernant les médecins ou chirurgiens qui aimeraient rentrer, moi, ma recommandation, ça serait de faire leur homework. Donc de se renseigner et de venir voir. De venir voir pour les chirurgiens, de venir voir les blocs opératoires. Pour venir se renseigner sur place. Sur place, oui. Et puis comprendre comment ça se passe ici. Oui, et pour quelqu'un qui vient d'un autre système, de comprendre. Parce que les systèmes de remboursement avec les assurances, ce n'est pas forcément pareil. Et puis qu'ils puissent identifier leur niche. Donc en regardant, décider de qu'est-ce qui serait mieux pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Non seulement qu'est-ce qu'ils vont apporter, mais pour eux-mêmes. Ouais. Donc là, je parle d'un point de vue personnel, parce que tu me demandais pourquoi je suis rentré. Donc pour répondre à cette question-là, moi, j'ai toujours voulu rentrer, si tu veux. Même quand je partais, l'idée, c'était que j'allais acquérir mon expérience et revenir. Mais le plus j'avançais dans ma carrière là-bas, le plus je me disais, attends, je vais laisser tout ça et puis revenir, si tu veux, recommencer à zéro, comment ça va se passer, comment je vais avoir des patients. Tu vois, donc il y avait un peu cette crainte-là. Et puis bon, finalement, la vie m'a un peu forcé la main dans le bon sens et je suis rentré. Mais il faut comprendre. Il faut comprendre comment on va se faire payer parce que, surtout pour ceux qui viennent de l'extérieur, ils viennent sûrement ou peut-être avec une famille dont ils doivent s'occuper. Au-delà, même s'ils viennent seuls, il y a des factures, il y a des réalités de la vie, même pour se déplacer et tout. Donc il faut comprendre, il faut regarder l'écosystème et se renseigner et voir ce qui va être avantageux pour eux. Est-ce que c'est un contrat de résident, vacataire? Est-ce que créer leur propre cabinet, entrer dans un groupe? C'est des questions pour moi auxquelles il faut penser en amont plutôt qu'en aval. Avant de sauter le pas. C'est ça. Ok, parfait. Alors, il y a la dernière rubrique du podcast, c'est le vrai ou faux. D'accord. Donc, je vais te lire, mais je pense qu'on a quasiment les réponses, parce que tu as vraiment hyper bien expliqué. Alors, une chirurgie du pied empêche de remarcher normalement. Quand on opère quelqu'un du pied, après, il ne peut plus marcher. Non, c'est au contraire. Si tout se passe bien, parce que malheureusement, en médecine, il peut toujours y avoir le patient 1 sur 1 million, où les choses ne vont pas bien se passer. Mais si tout se passe bien, au contraire, la personne, quelle que soit la condition, la chirurgie devrait permettre à la personne de mieux marcher. De mieux marcher au moins juste avant que le problème ne se pose. Donc, non, si on doit se faire opérer, il faut se faire opérer parce que justement, ça va améliorer. Ça va améliorer. Voilà. Le problème, pour être honnête avec toi, le problème, c'est pas la chirurgie. Le problème, la majorité du temps, à mon avis, c'est les patients qui ne suivent pas les instructions. C'est là où on a des couacs, surtout pour les chirurgies de pied. Quand on dit à quelqu'un qu'il ne faut pas marcher pendant 2 semaines, c'est ne pas marcher pendant 2 semaines. Et si la personne n'écoute pas pour telle ou telle raison, bon, évidemment, on ne peut pas s'attendre à avoir des résultats estompés ou des résultats qu'on s'était dit avant la chirurgie si toutes les conditions pour atteindre ce résultat-là n'ont pas été respectées. Ok. Un ongle incarné, ça, je trouve ça assez incroyable. Un ongle incarné peut devenir très grave. Oui, effectivement. Surtout s'il est un patient diabétique ou un et patient pour une maladies. petite anecdote, j'ai eu un patient comme ça qui m'est venu avec un ongle incarné, mais très très tard. Et le patient, je pense qu'il avait peut-être 12 ans, une douzaine d'années, et donc il est venu avec ses grands-parents, parce que c'était un petit qui vivait avec ses grands-parents. Et en fait,
il s'était dit, le grand-père s'était dit que ce n'était pas grave, donc ils avaient laissé trader et on a dû amputer le petit. On a dû amputer le petit. À 12 ans. À 12 ans. Pour un ongle incarné. Non, en fait, qui a commencé par un ongle incarné, c'est ça. mais et puis après, qui finalement est devenu une infection tellement sérieuse qu'il a fallu amputer. Le petit, en fait, c'est qu'il avait une grosse résistance à la douleur, donc il vivait juste avec son ongle incarné. Il souffre en silence. Oui, jusqu'à ce que ce soit trop tard, et donc il a fallu amputer. Je me souviens même avant, et ça m'avait mis les larmes aux yeux. Il m'a demandé juste avant l'amputation si son orteil allait repousser après. Ouais. Et je te dis, déjà en salle de consultation, quand on a fait tous les tests et tout, et qu'on s'est rendu compte que c'était plus possible de sauver l'orteil, qu'il fallait le prendre, les grands-parents ont commencé à se chamailler. La grand-mère qui disait oui, c'est ta faute et tout, on n'aurait pas dû t'écouter, tout ça. Mais ça revient à l'idée de consulter tôt. Bien sûr, ouais. Mais qu'est-ce qui devient ce petit à ma connaissance, il a cicatrisé. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de lui créer un petit moignon, donc de retirer les os si tu veux, et puis d'essayer de conserver tous les tissus qu'on pouvait conserver pour lui créer un petit moignon. Donc ça fait qu'il n'a pas tout l'orteil, mais il peut quand même mettre par exemple les sandales classiques qu'on met. Donc c'est un peu moins dramatique de ce point de vue-là. Qu'il n'y ait rien du tout. Qu'il n'y ait rien du tout. Donc ça donne l'impression d'avoir une petite boule à la place du gros orteil. Ah, ça c'est dur, hein. Même pourtant, pour faire ce geste-là le jour, j'imagine au bloc, ça ne doit pas être facile. C'est pas facile, c'est pas facile, mais c'est nécessaire parce que malheureusement, les infections progressent. Donc, dans la majorité des cas, si on laisse juste au-delà de la septicémie dont tu parlais plus tôt, c'est-à-dire les bactéries qui rentrent dans le flux sanguin qui peuvent affecter tout le corps, pour les infections osseuses, elles peuvent bouger d'un os à un autre. Donc parfois, il faut poser le geste. Oui, bien sûr. Ouais. Le pied, donc ceci tu avais répondu, le pied diabétique mène forcément à l'amputation? Non. Bon, pas forcément. D'ailleurs, dans la majorité des cas, il ne mène pas à l'amputation. Il faut juste une prise en charge adaptée. Consulter tôt peut éviter une chirurgie. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est le message clairement. Je pense que c'est le message à retenir. Du coup, est-ce que tu as un dernier message? On arrive à la fin de ce podcast, salle de garde. Est-ce que tu as un dernier message à passer à tous ceux qui nous écoutent? Non, pas de message en particulier. Bon, déjà, te remercier de m'avoir reçu, d'avoir pu parler de mon domaine, un peu de mon expérience. Et puis, encore une fois, j'invite les gens à continuer à se cultiver. Je pense que ton émission est très bien pour ça. Ça permet de voir différentes spécialités et puis de mieux comprendre. Parce que parfois, on croit connaître, mais finalement, non. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces petites perles, comme je les appelle. Merci beaucoup, Dr Vaudier. Merci d'avoir accepté merci à toi aussi. l'invitation de salle de garde. Ouais.